Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est une deuxième fois pour moi, excusez-moi, hein, vous m'avez déjà vu ce matin, vous me revoyez cet après-midi. Donc Anne Plantade, maître de conférence à l'EPP et directrice des enseignements et de la vie étudiante. Alors aujourd'hui, on va avoir l'honneur de s'interroger un peu plus sur l'avenir des études en psychologie. Donc je vais vous expliquer très brièvement mon parcours sur cette réflexion. Et dans un deuxième temps, je vais laisser parler mes collègues qui sont pour certains représentants d'associations et l'une d'entre elles représentante de la profession au ministère. Et ensuite, chacun explicitera la position de son organisation ou sa réflexion personnelle sur le sujet de l'allongement des études en psychologie. Quid de cet allongement aura-t-il lieu d'ailleurs? Et nous aurons ensuite un temps d'échange entre eux et avec vous également pour répondre à d'éventuelles questions qui pourraient se poser. Donc ce que je propose de faire, c'est qu'on puisse vers 15h40 commencer la session de questions, hein, pour qu'il y ait un échange qui soit possible avec la salle. Alors bien sûr, en tant que psychologue, je vais poser un cadre pour ces échanges, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ce sont des sujets un peu brûlants dans la profession. Donc chacun exposera son point de vue dans le respect de celui des autres et on demandera à chaque personne dans la salle de faire de même, en respectant le temps de parole des uns et des autres. Voilà. Alors, avant de présenter nos collègues, je vais vous dire comment j'en suis venue, moi, à cette question de l'allongement des études. C'est une question à laquelle j'ai été confrontée très rapidement en tant qu'étudiante en psychologie au Québec, puisque à la fin des années 90, nous avons vécu le changement du master de psychologie vers le doctorat en psychologie. En première année de master, je me suis inscrite au doctorat de psychologie et comme j'avais tout juste 21 ans à peine, j'ai rapidement mesuré l'ampleur de la tâche, déjà pour devenir praticien. Et j'ai fait une demande de sortie de master en me disant je ferai le doctorat plus tard, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais à cette époque-là, déjà, se présentaient tous les enjeux qui sont liés à la formation scientifique du psychologue, qui sont très importants pour les praticiens également, puisque lorsqu'on envisage les meilleures pratiques, les meilleures interventions à proposer à nos patients ou à nos clients, il faut une connaissance scientifique solide, il faut s'intéresser aux avancées de la science en psychologie, à la littérature scientifique. Et puis, il y a tout ce volet aussi du développement de la pratique qui, comme je l'expliquais ce matin, est plus en lien avec la réflexivité, avec les besoins d'ajustement à nos différents patients, à nos différents clients qui demandent un travail à la fois de réflexivité professionnelle, mais aussi souvent de réflexivité personnelle. Donc le chantier est très vaste, avec des étudiants qui sont souvent assez jeunes, en fait. Alors, quelques années plus tard, je rentre en France, et puis je commence à voir que la question de l'arrimage de la formation théorique scientifique à la pratique, c'est une question qui est éminemment complexe. Qu'en France, on est le pays des 350 fromages, pour lequel le général de Gaulle disait c'est ingouvernable, puisqu'il faut tenir compte de la spécificité de chacun, en fait. Et quand je vais en représentation à des instances européennes, je le dis souvent ça, parce qu'on est quand même un peu les irréductibles gaulois, même dans le paysage européen. Ce qui fait qu'il y a une diversité des formations qui est extrêmement riche en France, qui donne du choix aux étudiants, mais en même temps,
il y a une difficulté d'harmonisation. Ça pose des questions en termes de compétences, peut-être moins scientifiques et théoriques, parce que oui, peut-être dans le champ de la théorie aussi, mais la formation française est quand même très intellectuelle. Là où c'est parfois plus problématique, à mon sens, c'est sur le champ des compétences pratiques et de, si vous me passez ce néologisme, l'arrimage entre les compétences terrain et tout ce qui relève du domaine de la connaissance scientifique et théorique en psychologie. Alors rapidement, moi j'ai milité pour la profession. Je suis entrée à la Fédération française des psychologues et de psychologie. Certains étudiants qui sont ex-étudiants qui sont dans la salle connaissent mon engagement sur le sujet, parce qu'en première année, je m'étends un peu sur la question et je soulève voilà, les questions qui se posent autour de l'identité du psychologue, notamment pour la profession. Et donc rapidement, j'en suis venue à m'engager parce que, pour le dire très clairement, j'avais certaines frustrations en lien avec la situation de la profession en France par rapport à celle du Québec. Et je suis rapidement devenue aussi en responsabilité d'une certification qui est portée par la Fédération française des psychologues et de psychologie, qui est la certification Europsy. Donc pour être bref, l'un des dispositifs de la certification Europsy, c'est la certification générale, dans laquelle on peut reconnaître, à partir d'une formation universitaire de qualité, ce que nous avons en France globalement maintenant, qui est reconnu au niveau européen, hein, puisqu'il y a eu l'harmonisation du LMD sur toute l'Europe dans les années 90. Mais on faisait partie encore des pays sur lesquels c'était l'arrimage sur les compétences terrain par rapport aux connaissances scientifiques et théoriques, c'était encore un petit peu le parent pauvre, hein, il y a quelques années. La certification Europsy, ça donne la possibilité, après les études, les 5 années d'études, de faire 1 année de pratique supervisée en travaillant. Et donc d'adosser les compétences terrain à celles qu'on a intégrées à l'université ou dans des écoles comme la nôtre. Donc se posent toutes ces questions d'arrimage de différents aspects de la formation. Et quid dans les différentes universités de cette question? Et également, de façon un peu plus récente, je me suis investie aussi auprès de l'association des enseignants-chercheurs en psychologie, dont je fais partie du bureau, la présidente qui est là aujourd'hui, où là aussi, il y a beaucoup d'enjeux qui se présentent sur les questions de la formation et de l'allongement, puisque dans le cadre d'un webinaire que nous avons organisé sur l'allongement des études et les compétences pratiques pour la EPU, on a par exemple une collègue québécoise, enseignant-chercheur, qui nous a dit « c'est compliqué l'allongement des études au Québec sur le plan de ceux qui veulent avoir un parcours essentiellement pratique. On leur demande de faire des thèses qui sont somme toute très scientifiques, et pour lesquels, parfois, la motivation n'est pas toujours au rendez-vous, ou en tout cas ne suit pas un parcours linéaire. » Et de nous expliquer également que du côté des enseignants-chercheurs, ça pouvait être un vrai défi de trouver les leviers pour arriver à motiver ces étudiants du doctorat à conduire des thèses. Ce qu'on sait, c'est que la construction des doctorats canadiens est différente de celle qu'on a en France, hein, puisqu'il y a énormément de cours qui sont suivis. Donc aussi, si on en venait à passer à un allongement des études, et nos collègues vont nous expliquer ça, de quelle manière? Avec une thèse, avec pas de thèse, avec toutes ces questions qui sont également soulevées. Alors je vous remercie pour cette attention. Je vais maintenant passer à la présentation de nos collègues. Excusez-moi. Alors, en bout de table, nous avons la professeure Maria Pereira da Costa, qui est donc spécialisée en psychologie différentielle à l'université Paris-Cité et qui est depuis quelque temps la conseillère scientifique et pédagogique de la profession auprès de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la DGSIP, donc ministère de l'enseignement supérieur
de la recherche et de l'innovation. Alors donc elle ne vient pas présenter le point de vue d'une organisation, hein, puisqu'elle représente la profession auprès de la DGSIP. Nous avons par ailleurs, juste à côté de moi, le professeur Benoît Schneider, qui était œuvré longtemps en psychologie de l'éducation, qui est aujourd'hui émérite à l'Université de Lorraine, qui a été président de la Fédération française des psychologues et de psychologie, et ensuite coprésident avec Madame Mondière qu'on vient d'entendre, et qui préside, c'est pas écrit, excusez-moi, la commission de reconnaissance des diplômes étrangers. Parce qu'il y a aussi là un certain nombre d'enjeux. On est face à des demandes actuellement, moi par le biais de la boîte mail Europsy, on en discutait tout à l'heure à la pause, de nombreuses personnes avec des diplômes étrangers qui nous demandent comment faire pour venir travailler en France. Et ça fait maintenant quelques années que je préside la certification, je n'en ai jamais eu autant des demandes de ce type-là. Donc en France, c'est réglementé, cette reconnaissance des diplômes étrangers, et professeur Schneider vous en touchera peut-être un mot. D'autre part, on a la professeure Marianne Jovert, psychologie développementale et différentielle, présidente de la EPU, l'association des enseignants-chercheurs en psychologie des universités, qui est donc l'intervenante juste après Madame Pereira da Costa, qui viendra également nous présenter son point de vue. C'est l'université Aix-Marseille, hein, si je ne me trompe pas. Ça non plus, je ne l'ai pas écrit, excusez-moi. Et enfin, nous avons également le professeur Patrick Ange-Raoult, professeur en psychopathologie et clinique, Université Lyon 2, et qui vient dans le cadre de sa mission de secrétaire général du syndicat national des psychologues. Donc vous voyez que nous avons 3 intervenants qui viennent représenter ici aussi le point de vue de certaines organisations de psychologues. Je vais proposer sur une slide quelques questions à laquelle ils vont pouvoir répondre de façon un peu spontanée en fonction aussi de leurs expériences et de leurs préférences. Est-ce qu'on va vers un allongement des études? Dans quelle temporalité? De quel type? Et surtout avec quels objectifs pédagogiques? Sous quel format? Quelles seront les implications de cet allongement s'il a lieu pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs et pour la profession? Et enfin, quel sera le rôle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans cet allongement, alors que Madame Mondière vient de nous parler du remboursement des consultations des psychologues, piloté en grande partie par le ministère de la Santé, sachant que l'université française est particulièrement en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, plus que de la Santé, si vous en êtes d'accord. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, on va commencer dans l'ordre professeur Schneider, professeur Raoult, professeur Jovert et professeur Pereira da Costa. Je leur laisse la parole maintenant à Benoît Schneider. Bien, merci Anne pour cette présentation. Alors, je vais essayer de le faire à ma place. Anne a rappelé un certain nombre de mes caractéristiques. Je vais juste ajouter à ça que depuis maintenant, avec l'âge que j'ai depuis un certain nombre d'années, je suis engagé à la fois au titre de la formation parce que j'étais prof, parce que j'étais psychologue, parce que j'ai dirigé des masters, mais aussi parce que depuis maintenant d'assez longue date, je suis à la fois observateur de la formation. J'ai rédigé plusieurs fois le panorama des formations de la EPU. Et puis acteur, négociateur, à la fois au ministère de l'Enseignement supérieur, puis au ministère de la Santé, par exemple, sur la question des remboursements. Voilà donc cette articulation. Parce qu'il y a là un point fondamental dans notre discussion par rapport à l'évolution des études. Bien évidemment, on va être en recouvrement par rapport à ce qui s'est dit précédemment. Une des caractéristiques essentielles de toute réflexion sur les études, c'est la relation à la profession, qui a des caractéristiques très spécifiques pour la psychologie. Je vais y revenir en 2 mots. Alors plutôt que de reprendre ces caractéristiques-là, je voulais très rapidement embrasser ce qui me semblait être quelques lignes de force. Bien évidemment, je ne vais pas toutes les écluser et être très allusif sur ce que je vais évoquer, mais je crois que sans mise en perspective, ça ne permet pas de répondre de façon suffisamment précise avec ces questions, parce que par exemple, quand on envisage des modalités, des délais, des formats, ça ne peut pas s'évaluer sans prendre en compte un contexte
un rapport de négociation, un dispositif organisationnel, institutionnel, réglementaire. Sans prendre en compte ce contexte, on a du mal à situer les possibilités d'avancement sur lesquelles je pourrais refaire le point rapidement. Anne l'a évoqué tout à l'heure, et Gladys l'a évoqué tout à l'heure, on est dans un métier relativement récent, il commence tout de même à avoir une certaine durée, mais ce que Anne a rappelé hier, c'était sa découverte de la formation en France. Elle était plus soclée initialement, elle s'est diversifiée, elle s'est enrichie. C'était une grande qualité de la production de nos masters qui, du fait de leur implémentation et de leur peu de cadres réglementaires dans les universités, autorisait une certaine liberté. Ça permet de nourrir des approches. On voit des constantes dans la durée. On a vu aussi, on pourrait les reprendre, des périodes de crise, d'événements sociétaux qui voient émerger de temps en temps des spécialités qui rentrent dans le rang ensuite. Voilà, on voit des dynamiques qui équilibrent donc ces particularités. Beaucoup dénoncent ce qui, à mon sens, je prétends toujours que c'est une illusion de voir un morcellement total des masters. C'est vrai dans les intitulés, c'est pas tout à fait vrai dans les fonctionnements, moins qu'on le dit. Mais en tout cas, une vraie richesse et une vraie production qui est, et c'est fondamental encore, là instaurée dans le champ des sciences humaines. Alors, ce qu'on voit apparaître au-delà de ces premières lignes et qui sont installées dans l'histoire, qui ont été confortées et enrichies par la réglementation, puisqu'il y a ce titre qui a été développé avec ses versions complémentaires, c'est des formes d'évolution sociétale. On l'a pointé tout à l'heure, mais cette attente vis-à-vis des psychologues ne naît pas que de la crise du Covid. C'en est un point qui a accéléré une forme de mouvement. Mais l'attente et la reconnaissance et la volonté de travailler avec les psychologues est très forte. En même temps, deuxième point par rapport à la formation, il ne faut pas l'oublier, c'est la sociologie des professions. Toutes augmentent leur qualité et leur niveau de reconnaissance. Certaines le négocient mieux que d'autres. Par exemple, c'est une des particularités, une richesse, une faiblesse de la nôtre, c'est d'être tellement dispersé dans les champs qu'on n'a pas de ministère de référence ou beaucoup de ministères. Les professions qui sont plus ciblées, plus cadrées, travaillent, négocient de façon homogène, avancent, alors que nous, on a oublié, on a perdu, on a revendiqué ce qui était dans le temps un troisième cycle, et puis la profession est telle qu'elle n'a pas de consistance de négociation suffisamment forte pour avoir imposé dans la durée un niveau de reconnaissance qui fait qu'on s'est fait rattraper. Voilà, donc l'inscription dans le champ sociologique, il est tout à fait important. Évolution sûrement aussi, j'y fais juste allusion, du rapport à l'emploi. Gladys a rappelé tout à l'heure le champ libéral par rapport au champ de l'institutionnalisation. C'est également un élément à prendre en compte. 3 éléments que je reprendrai parce qu'il est important dans le cadrage. C'est au-delà de la reconnaissance des professions, c'est une forme d'exigence de compétences et de formalisation des exigences de compétences à travers un certain nombre de systèmes normatifs. Les fiches RNCP, toutes les labellisations qu'on trouve, c'est indiscutablement une attente sociétale que de cadrer mieux, de visibiliser, de reconnaître et de garantir pour les usagers des formes de compétences. C'est tout un mouvement extrêmement fort. C'est dans ce cadre-là forcément que s'inscrira l'allongement des études. Fort de ces constats, ça fait tout de même un bon moment, et bien avant le Covid là encore, que la question de l'allongement des études s'est posée. Je pense qu'historiquement, il faut rappeler une donnée tout de même essentielle, c'est qu'on a eu non pas des divergences de fond, mais des divergences de forme entre organisations en France. D'aucuns ont plaidé longuement pour la question d'un doctorat. Nous avons, pendant un moment, plutôt plaidé dans une forme organisationnelle et européenne qui était un niveau de reconnaissance Europsy. Je soutiens cette démarche. Je me souviens que dans le journal des psychologues, j'avais fait un débat avec Alter Sicone il y a un certain nombre d'années, il y a 10 ans, en soutenant à l'époque l'idée, en ne disant pas, surtout pas, que le doctorat était une mauvaise idée. Ce n'était pas une idée pertinente politiquement il y a une dizaine d'années. Ça l'est devenu, même si la forme du 3e cycle n'est pas encore devenue. Bref, ce qui a été intéressant il y a 2-3 ans, c'est de se retrouver au plan interorganisationnel pour conforter l'idée qu'il fallait effectivement un principe d'allongement d'études. Je dis un principe parce que le détail tel qu'il a été enclenché dans des discussions avec le ministère n'a jusqu'ici pas finalisé la forme. La durée, une 6e année, un doctorat, la forme et son contenu, tout ça n'est pas décidé puisqu'on est toujours en attente, on y reviendra avec Maria tout à l'heure, d'une réelle mise en chantier du ministère. Si on reprenait l'organigramme, on a eu une voie d'entrée assez basse au niveau du service des formations. Pour réussir à faire enclencher un niveau supérieur, il fallait encore un temps, il est en gestation, il y a plutôt un accord bienveillant, on est dans un changement de gouvernement, on verra comment les choses se reprennent, mais il y a là un secteur qui est en préparation
avec plutôt un soclage d'accord au niveau de la profession pour aller dans ce sens. Donc ça, c'est important. Alors, troisième peut-être élément qu'il faut rappeler par rapport à l'évolution des formations, c'est le cadre de la négociation et un cadre réglementaire. On pourrait penser qu'il suffit de changer la structure des diplômes. On pourrait penser qu'on part d'un niveau X et puis qu'on devrait faire un gap. En réalité, on a vu progressivement la réglementation qui a évolué. Et elle a évolué dans le sens d'un allongement. Même si pour l'instant, on n'a pas de niveau supérieur reconnu, je reprendrai pour exemple, le niveau de reconnaissance des psychologues de l'éducation nationale, qui s'appuie sur une 6e année. Vous vous souvenez de l'arrêté stage, il a subi quelques modifications qui attestent de volonté de consolidation, avec entre autres la possibilité de faire des stages à l'étranger. On voit bien, on y reviendra sûrement, mais souvenez-vous, c'est d'actualité que dans le dispositif MonPsy, il y a bien un dispositif de sélection des psychologues sur la base de compétences reconnues qui dépasse la notion de titre. Voilà, donc on voit sur toute une série de facettes, et on pourrait en trouver d'autres, il y a un certain nombre de dispositions petit à petit qui engramment cette consolidation et cette nécessité de réglementation. Je le compléterai parce que je vais faire un lien avec une autre composante, qui est celle, on a évoqué tout à l'heure, la question des pays étrangers. Donc c'est globalement la comparabilité des pays étrangers, et on voit bien que les pays voisins plus avancés grimpent dans leur niveau de reconnaissance, et parfois on est en décalage, même si d'autres sont toujours un petit peu en recul. Il y a là une pression, elle est globale de façon comparative, elle est aussi plus incitative. Gladys y a fait aussi allusion, quand tout à l'heure on voit nos amis belges très proches de nous dans le dispositif structuré de formation initiale, très proches de nous dans les dispositifs réglementaires, et un petit cran en avance sur la façon dont sera traduit chez eux par l'instauration d'un titre de psychologue clinicien. Nous n'en sommes pas là encore en France, c'est une question qui indiscutablement va se poser, mais la proximité des deux pays, les échanges entre les deux pays, dans les flux d'étudiants, de jeunes professionnels qui accèdent au titre, les psychologues belges sont les plus nombreux. Ils représentent à peu près le tiers au niveau international, une petite moitié, voire une petite moitié, un peu plus de 30% des gens qui souhaitent travailler en France. Troisième élément que je mettrai dans la manœuvre pour montrer les nécessités d'évolution, c'est articulé à cette question des échanges, mais c'est aussi la question de la distance, c'est la formation à distance et les pratiques à distance. Deux notions qui s'articulent même si elles sont distinguables. Les pratiques à distance, vous voyez, la question de la téléconsultation. On va rentrer, on va se le taper ce problème. C'est quid des gens qui ont un cabinet en Belgique puis qui demandent à travailler avec des personnes qui sont malades en France. Anne a évoqué les Américains, on les voit venir. J'ai vu plusieurs questions et répondu à plusieurs personnes qui souhaitent travailler à distance. Voilà, on voit donc des effets réglementaires qui vont devoir être pris en compte pour gérer ce qu'il en est de l'autorisation de pratique sur la base de ces échanges. L'autre aspect à distance, c'est les formations à distance. C'est aussi une des questions chaudes qu'on traite avec le ministère dans le cadre des diplômes étrangers. C'est l'ensemble des officines qui sont mises en place, qui sont installées en France, qui développent des formations en France avec des enseignants français, mais qui en réalité sont instaurés, ont une base de référence étrangère et qui délivrent des diplômes à statut étranger, mais qui, sur cette base de formation en France, demandent à pratiquer, avec des contenus de formation, des contenus de garantie qui sont différents des nôtres, et qui, une fois un refus éventuel donné, vont chez le juge, et on a pu affaire à des négociateurs de la formation avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a affaire aux juges ordinaires qui traitent de contenu de nos diplômes et qui ont un regard très très différent sur notre situation que la gestion habituelle de la validation des diplômes. Donc vous voyez que tous ces éléments-là viennent entraîner un système qui demande, qui presse à ce qu'on ait une confortation de nos formations avec davantage de garanties. Ça consolide la valeur des psychologues, ça consolide la garantie qu'on doit aux usagers. Alors on a cet accord pour avancer. Pour autant, si on a une sorte de consensus politique entre organisations, ça ne marche pas tout seul quand même. Alors pour citer 2-3 éléments de réserve qui sont très très importants dans le décor, on va le retrouver par exemple dans les relations entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé, c'est que c'est une grande surprise chez tous nos interlocuteurs. On l'a vu à propos de MonPsy, on est mal connu. Le fait qu'on soit à la fois en sciences humaines et le fait qu'on soit dans un dispositif de psychologie avec un cadrage des diplômes tel qu'on le connaît, c'est par exemple la loi d'autonomie des universités. Les
personnes responsables de service, les médecins ou au ministère de la Santé, ont été particulièrement étonnés à découvrir en quelque sorte qu'il n'y a pas de programme à l'université, qu'on n'est pas en capacité réglementaire d'imposer à une université de définir des contenus. On est tout au plus sur des référentiels de compétences qui sont incitatifs, indicatifs, mais la base réglementaire obligée, elle est très minimaliste. Et de ce point de vue-là, la loi n'est pas appelée à changer rapidement. Donc il faut travailler avec ce contexte, c'est-à-dire en quelque sorte, s'il faut entraîner les universités par consensus à l'intérieur d'une profession à se mettre d'accord sur des exigences, sans avoir la possibilité directe de leur dire « vous serez obligé de faire ça et ça ». C'est un élément extrêmement fort dans les réserves. Faible capacité organisationnelle, ouais, de l'ensemble de ce qu'on représente, même si on milite ensemble. Et puis aussi, je crois, une faible, je vais terminer avec ça, parce qu'il y a des éléments, et on y reviendra, d'appui aussi, mais quand on évoque les universités et leur capacité à faire reconnaître des diplômes, on sait qu'une des caractéristiques, c'est d'être appuyé sur la recherche, mais là aussi, la discipline de psychologie est une discipline, du point de vue de la reconnaissance institutionnelle de nos capacités de travail, extrêmement faible en France. Nous n'existons, dès qu'il y a des gros dispositifs qui mettent en œuvre les questions de santé, les questions d'éducation, regardez comment les choses se constituent, les psychologues sont absents. On a des médecins, on a des sociologues, il y a toute une dynamique de compétences scientifiques dont on dispose qui ne s'articule en aucune façon, de façon suffisamment solide, étayée et reconnue auprès des organisateurs de la mise en œuvre des politiques de santé ou de l'éducation. Un exemple, et je termine avec ça parce que j'y assistais hier dans le cadre du Conseil national de l'autisme, il y avait une présentation, c'est en train de se créer, un institut du cerveau de l'enfant. Voilà, c'est en train de se mettre en place, c'est une énorme mécanique de recherche dans la façon dont les choses se mettent en place. Cerveau de l'enfant, une question de son développement. La recherche en psychologie n'existe quasiment pas dedans. Voilà, on est absent du dispositif, du montage. On le sera que partiellement. Je fais forcément très très vite, mais c'est une vraie question quand même. Voilà, donc j'en termine là, je vais repasser la parole. On est dans un mouvement de progression, on a des points d'appui, ça ne va pas tout seul, mais c'est le sens de l'histoire qu'il faut essayer de comprendre pour essayer de le négocier. Merci de votre attention. Merci Benoît. Je suis désolée d'être un peu castratrice, mais j'aimerais bien qu'on ait un petit 20 minutes d'échange avec le public ensuite, donc je vous demanderai de faire pas plus qu'une douzaine de minutes, s'il vous plaît. Bien, merci. Merci à Anne de m'avoir invité. Donc, je suis là au titre du SNP. Je rappelle que le syndicat national des psychologues existe depuis 70 ans. Il a toujours été en pointe d'œuvre, en quelque sorte, pour la loi de 85, pour les textes de 91, pour les textes sur les psychologues de l'éducation nationale. Enfin, bon. On va parler là de formation. Alors, c'est un syndicat de revendication. C'est pour ça qu'Anne a pris beaucoup de précautions, parce que effectivement, en plus de ça, on sait que je suis vif et assez réactif et voilà, et assez direct dans mon expression. Alors, sur cette question de la formation, ça fait plus de 25 ans que le SNP propose, revendique, pense la nécessité d'un doctorat professionnalisant. Il y a eu Françoise Caron, il y a eu Pascal Lemaléphant, Jacques Borgy, plus récemment Héloïse Hallyday, là Renaud Évrard, qui reprend de l'Université de Lorraine, quand même, qui reprend un petit peu le flambeau, et bien sûr moi-même, et ce que j'avais rappelé dans quelques ouvrages discrets. Le dernier, c'était sur l'identité nouvelle des psychologues, l'autre sur la disparition des psychologues cliniciens il y a déjà plus de 20 ans, etc. La question était déjà posée. Alors, le projet, c'est de s'inscrire dans le projet LMD. Alors, je ne vais pas déployer là, dans une dizaine de minutes, ce qu'il en est, pour être d'abord en accord avec la loi de 85 sur le haut niveau de qualification. Ça avait été quelque chose qui avait été largement négocié et difficilement négocié en appui à l'époque sur la loi Savary en particulier. Nécessité parce que une année de plus, je le dirais, je le redis, ça ne sert à rien. Si ce n'est à faire des frais, mais ça ne donne aucun bénéfice. Ça n'a aucun intérêt. Il faut un doctorat pour avoir un changement statutaire significatif à ce titre-là. On y reviendra, là aussi, je pense dans la conversation, ça a déjà été dit par Benoît, il y a une masterisation généralisée des bacs plus 2 et 3.
Hein. Le passage LMD fait que les psychologues sont passés d'un 3e cycle à un 2e cycle. Ils sont dans la masse actuellement. Ils sont dans la masse indifférenciée, hein, je dirais, des techniciens. Hein, c'est là où on les a ramenés. Et si on ne sort pas de cette masse-là, on aura beaucoup de mon psy, à mon avis. Par rapport à Europsy, dès le départ, hein, il y a une opposition franche, nette, je m'en excuse, à Europsy. Hein, Gérard Fouché l'a longuement déployé, argumenté, allant voir dans les textes de l'EFPA ce qu'il en était. C'est un label privé qui n'a pas plus de valeur qu'autre chose, qui peut être une manne financière, évidemment, pour les superviseurs, disent les mauvaises langues, hein, mais au-delà de ça, je veux dire, le projet d'harmonisation peut être intéressant. Très mauvaise langue. Hein. Très mauvaise langue, mais j'ai toujours été. Sur quels critères ? Eh bien là, à mon avis, on va perdre du pluralisme à ce titre-là, hein, parce que c'est pas dans les textes, hein, d'une certaine manière. Hein. Bon, pour autant, on est d'accord, hein, sur l'harmonisation et le renforcement de la formation. Je pense que ça, c'est un petit peu le point commun. Et puis, alors là aussi, où il y a un point de désaccord, c'est que le droit d'exercice, une particularité, hein, d'une certaine manière, hein, c'est que le diplôme donne le droit d'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les universitaires uniquement qui donnent le droit d'exercice. Je pense que c'est un gros souci. C'est un gros souci parce que, effectivement, on a une particularité qui s'est renforcée ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup d'universitaires qui ne sont pas psychologues, voire qui n'ont jamais exercé. Ah, moi, j'ai un parcours assez hybride, hein, en règle générale. Hein, comme je dis toujours, je suis très métissé de nature. J'ai été psychologue dans le handicap, en psychiatrie, beaucoup de délinquants, criminaux, enfin, en précarité récemment, auprès de demandeurs d'asile. Et il se trouve que je suis universitaire, il faut bien aussi s'occuper par ailleurs. Il y a un écart. Il y a un écart, c'est pas la même chose. C'est pas le même domaine. Et là, effectivement, je pense que la fragilité, je dirais, de la professionnalisation des psychologues, elle est aussi à ce titre-là. Et là, une co-formation avec une responsabilité des professionnels, hein, par le biais d'une organisation mythique, hein, qu'on n'est pas prêt de voir arriver, à mon avis, mais serait absolument une nécessité sur ce plan-là. Hein. Alors, là aussi, hein, on parle bien de profession et pas de métier. Les psychologues font une profession, pas un métier. Ça a des définitions très précises. Le métier, c'était le psychologue des années 50, c'est-à-dire le psychotechnicien. C'est ça un métier. La profession, c'est un exercice en responsabilité libérale, enfin, etc., avec une formation continue. Voilà. Et puis, je voulais citer aussi, hein, et pour le remercier, hein, quelqu'un qui a été très, très proche, hein, très associé à nos travaux au SNP, c'était Jean-Pierre Chartier. Hein, comme quoi, il y a des évolutions, hein, dans les choses. Alors, Pour en revenir, bon, je ne vais pas revenir sur l'évolution démographique, hein, à quelques chiffres près, il y a, je dirais, une démultiplication des diplômés sur le marché. Moi, je parle d'une inconséquence de la part des universitaires liée à la balkanisation et l'autonomie des universités, qui a mis plein de diplômés sur le marché, sur un marché déjà saturé et en difficulté, c'est-à-dire la construction d'une précarisation systématisée, en quelque sorte, des jeunes professionnels. La réalité, effectivement, c'est des bouts de CDD à droite à gauche, on se débrouille, on fait un peu d'analyse de pratique, on a 2 heures là, on a, enfin, etc., etc. Hein, et parce que, effectivement, là, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été pensé à ce titre-là. Quant aux intitulés des diplômes, on sait qu'en 2014, il y a eu un remaniement, on a vu apparaître une catégorie qui m'a semblé, j'ai fait encore une bêtise, hein, qui m'a semblé un peu bizarre, c'est psychologie. Alors les autres, c'est, voilà, il y a des noms, puis psychologie, une espèce de truc fourre-tout. On sent quand même que, bon, voilà, c'est pas bien clair, hein, je trouve pas bien explicite à ce titre-là, même si ça a servi pour d'autres choses. Hein. De même que le glissement de psychologie clinique dans la psycho de la santé. On sent que, bon, voilà, c'est pas bien clair, je vais dire ça comme ça. Enfin, voilà, donc là, il y a des explicitations et une dispersion, hein, notable à ce titre-là.
Bon, je ne vais pas revenir sur mon psy. Hein. Vous savez que le SNP a appelé largement au boycott, qu'il est rejoint à ce titre-là et qui participe à un groupe dans lequel il y a à peu près une quarantaine d'organisations qui appellent au refus. Alors, c'est pas mon psy, c'est pas la question du remboursement, c'est les conditions. Hein. Mon psy, c'est le parangon en quelque sorte d'une prescription et d'une normalisation budgétaire très faible des psychologues. Parce que mon psy, à partir du moment où ça existe, en tant que tel, ça va avoir un impact sur le marché, sur les salaires. Ah, vous savez que les salaires sont bloqués d'à peu près depuis 30 ans. Ah, si on veut être pauvre, on peut faire psychologue, c'est une bonne idée. Ah, c'est pas un truc rentable. Hein, bon. Donc, j'en dis pas plus. Hein. Il doit me rester 3-4 minutes. Alors, le principe d'un doctorat... Plutôt deux. Hein, plutôt deux. Plutôt deux. Hein, donc, un doctorat à vocation professionnelle. Alors, je vais insister juste sur un point. Hein. Le Maléfant, Pascal Le Maléfant, qui était prof à Rouen et psychologue hospitalier, avait préféré employer le terme de pratica. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est de faire ces 3 années, bien sûr, un travail, je dirais, d'élaboration théorique, proche d'une certaine forme de thèse à vocation professionnalisante, et pas théorique ni scientifique. Hein. Il se trouve que je suis enseignant et que je dois lire un certain nombre de thèses, ce qui m'épuise. Et je suis parfois effrayé par le montage méthodologique pour accoucher de poncifs. Enfin, c'est... Voilà, donc là, mais je veux dire, je comprends ça dans la logique, effectivement, de la recherche et de ses étayages, mais au niveau de la pratique, je trouve que c'est pas forcément toujours pertinent. Alors, il y a des choses pertinentes, il y en a d'autres qui le sont moins. Pratica, pour dire quoi? Pour dire que dans ces 3 années, il s'agit surtout de faire des stages au long cours, rémunérés, j'y insiste bien, rémunérés et en responsabilité. Il ne s'agit pas de rester dans un couloir à attendre que de temps en temps le psychologue nous invite pour assister à un entretien. Il s'agit de prendre en charge de façon responsable des situations cliniques avec un professionnel aguerri qui aide un petit peu à cadrer les choses. C'est aussi sortir du champ, pourquoi on n'a pas pris Clinica, parce que c'est le modèle un petit peu de la formation en médecine, pour justement sortir du champ de la santé. Nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Du fait de l'hétérogénéité des champs dans lesquels on intervient. Et on n'a aucun intérêt à être dans le champ de la santé. Le champ de la santé, le code de la santé tel qu'il est fait, il est sous monopole médical uniquement. Tout ce qui rentre sous monopole médical. Il n'y a pas d'autre choix pour l'instant. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai presque déjà dépassé l'heure, d'au moins 1 minute. Donc, c'est vraiment penser une formation professionnalisante de terrain en articulation et avec une validation par des professionnels, pas uniquement des universitaires qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne savent même pas ce que c'est que la réalité professionnelle et de se confronter à la difficulté existentielle ou à la souffrance psychique d'un certain nombre de gens. Merci. Merci Patrick Ange pour cette présentation réflexive et colorée. Qu'on vous connaît bien, on connaît bien ces caractéristiques chez vous. Donc maintenant, on laisse la place à la professeure Marianne Jovert de la EPU, donc l'Association des enseignants-chercheurs en psychologie. Bonjour à tous. Donc je prends la parole après ces 2 messieurs. Et finalement, je me disais, en les entendant parler, que c'était pas mal de parler après eux parce qu'on allait pouvoir corriger quelques éléments. Ce que je vais d'abord m'empresser de faire, en fait, j'étais très étonnée, Patrick. On ne va pas lancer tout de suite le débat, mais à ma connaissance, en fait, le titre de psychologue, il est quand même donné en présence d'un psychologue. Je voulais absolument corriger ça parce qu'on travaille beaucoup avec nos collègues, je vais y revenir, sur le fait que le titre de psychologue est donné, bien sûr, par les psychologues. Alors, donc je vais vous présenter brièvement mon association que je représente ici. Donc, je suis présidente de l'association des enseignants-chercheurs de psychologie des universités. Les gratte-papier, c'est un peu nous, très loin du terrain pour certains d'entre eux. Par exemple, pour ce qui me concerne, je n'ai pas le titre de psychologue, mais j'en forme. Mais je fais des tas d'autres choses aussi qui servent aux psychologues. Je fais de la recherche, j'enseigne, je construis des diplômes, je les élabore, j'y passe beaucoup de temps. Et du coup, il me semble que c'est effectivement ensemble que toute cette histoire va devoir se construire, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de débats autour de l'idée que la formation sera bien meilleure pour les psychologues si elle est proche de l'université, si elle est réalisée par des chercheurs, par des experts. Effectivement, il faudra aussi des cliniciens, et il y en a énormément qui interviennent dans nos diplômes, mais c'est bien sûr avec l'université qu'il faudra
former des psychologues. Alors, je voulais dire un truc... oui, il se pose quand même des questions assez spécifiques quand on pense à l'allongement des études. C'est aussi la question du devenir des étudiants aux différents endroits du parcours. C'est-à-dire, on n'a pas tellement encore abordé ce point-là, mais si la formation des psychologues nécessite en fait un doctorat après le master, va se poser de façon encore plus cruciale qu'elle ne se pose déjà la question du devenir des étudiants de licence et la question du devenir des étudiants de master. Seront-ils des sous-psychologues? Seront-ils les techniciens peut-être dont nous parle Patrick Ange? C'est une vraie question, en tout cas que les universitaires ont beaucoup plus dans le viseur que les cliniciens, qui anticipent peut-être assez mal le fait que d'augmenter le niveau de formation risque au cœur de leur profession de créer un peu des ruptures en fait entre différents niveaux de qualification en psychologie. Oui, je voulais aussi vous parler du fait qu'il y a parmi les universitaires énormément de gens qui sont très très sensibles quand même au fait de garder de la cohésion dans les formations des psychologues. C'est-à-dire la EPU est adhérente à la FFPP, participe aux échanges et elle a parmi ses missions l'objectif plutôt de mettre de la cohérence et de l'organisation dans les formations universitaires. C'est-à-dire qu'effectivement, les coups de boutoir qui ont été apportés sur la formation professionnelle par l'autonomie des universités doivent être contrecarrés et la EPU dépense beaucoup d'énergie pour essayer de favoriser les échanges entre universitaires, favoriser aussi un cadrage qui puisse servir. Et quand on parle de blocs de compétences, justement c'est ce que évoquait Benoît, quels sont les blocs de compétences? Eh bien la EPU travaille, pédale autant qu'elle peut pour justement essayer de produire des blocs de compétences qui puissent guider. Et donc elle sera partie prenante bien volontairement et avec beaucoup de cœur et de joie à l'esprit pour participer au montage de cette formation allongée. J'ai le sentiment qu'en fait, à la EPU, il n'y a pas de position très très ferme sur la forme que doit prendre cet allongement des études. La EPU a toujours souhaité s'associer aux échanges. Elle est très présente pour justement voir ce que veulent les psychologues, voir aussi ce qui est possible de faire, voir les ressources dont on dispose. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, l'afflux d'étudiants en licence de psychologie est tellement énorme qu'il faut bien penser les choses en amont dans la formation pour que tout le monde trouve sa place, que la profession ne soit pas submergée par des nouveaux diplômés peut-être, mais aussi que finalement les enfants de France qui veulent étudier la psychologie puissent le faire. Bon, voilà un petit peu les idées que j'avais envie d'apporter à cette table ronde. Je serai très brève, mais c'est parce que peut-être que je pourrais m'étendre pour répondre à des questions. Oui, peut-être qu'on fera un tour questions après. Merci ouais. Marianne. On laisse la parole donc à Maria Pereira da Costa pour la représentation au Messerie. Merci Anne, merci de l'invitation. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, donc effectivement comme lors de la présentation a été signalé que je venais de prendre mes fonctions. Mais effectivement c'est un des points qui est dans ma lettre de mission. Alors, j'avoue que c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé, mais là plutôt de l'autre côté, enfin pas en tant que représentante du Messerie, notamment dans les années 2011-2012, lorsqu'on a commencé à réfléchir très concrètement à une 6e année, hein, c'était la terminologie. Le groupe de travail s'appelait le groupe de travail 6e année d'études en psychologie. Ces sujets-là prennent du temps, ça demande évidemment beaucoup de réflexion, de recul, il faut bien analyser tous les effets de bord. Hein. Certains ont été évoqués ici, c'est-à-dire par exemple, comme Marianne vient de l'aborder, que fait-on des étudiants en très très grand nombre qui n'iront pas jusqu'à 8 ans de formation? Si on prenait par exemple le modèle que le SNP soutient, que fera-t-on?
Se pose aussi la question de l'orthogonalité avec les textes réglementaires actuels, et notamment celui qui définit ce qu'est un doctorat, là où on va vers une politique de doctorat professionnalisant, ouvrant à autre chose que la formation à l'université, mais en tant que docteur formé à la science par la science, avec une fiche RNCP qui décrit les compétences attendues d'un docteur de manière générale et de manière spécifique comme pour les masters. Il faudra faire attention aussi à cette orthogonalité, ce risque d'orthogonalité, et ce n'est pas rien, puisque ces fameuses fiches RNCP sont la condition pour être financées, par exemple, par la formation continue, donc ce n'est absolument pas rien. Ça nous a tous beaucoup ennuyés. Ça continue un peu. Je regarde Marianne parce qu'on a travaillé ensemble sur les fiches RNCP Psycho et que c'est très lourd. Je vois que ceux qui s'y sont intéressés partagent il y a une sorte de communauté de ceux qui ont touché aux fiches RNCP. Et donc, il y a derrière des enjeux qui sont des enjeux de financement des établissements qui forment les étudiants, financement des étudiants eux-mêmes, et également reconnaissance des compétences acquises par les employeurs. Donc, à moins de ne travailler qu'en libéral, il restera toujours la nécessité d'être reconnu par les employeurs. Donc, je dirais qu'elle a la mission pour l'instant, ce qui sera mis en place à la DGCIP, ce sera effectivement une mission de coordination, relance du groupe de travail, coordination des différents acteurs déjà mobilisés sur ce sujet, et puis étude de faisabilité par rapport aux textes qui existent déjà, par rapport aux moyens qui seraient mobilisés, et surtout par rapport à l'état actuel, j'insiste là-dessus, des effectifs étudiants, effectifs en licence qui sont explosifs. Et que deviennent ces étudiants si on ne les prend pas en master? C'est déjà un sujet très important. D'où également le très grand nombre d'étudiants qui passent par la commission d'équivalence de diplômes étrangers parce qu'ils se forment en master à l'étranger. D'où également toute cette clientèle qui existe pour ces officines privées dont on a également parlé et qui sont pour le MESRI actuellement une source de difficultés, avec effectivement beaucoup de contentieux assez complexes parce que devant le tribunal administratif, on peut toujours faire valoir les spécificités de la psychologie, mais en gros, ils nous disent qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui n'est pas écrit, et on en reste là. Donc, c'est très, très difficile à défendre, la spécificité de la formation des psychologues. Pour l'instant, on est protégé globalement par le texte qui dit qu'il faut une licence de psychologie, un master en psychologie, avec effectivement des conditions qui définissent un petit peu à minima quand même le stage attendu, volume horaire, encadrement, niveau de ce stage. Enfin, niveau en termes de formation, un M1 ou M2, beaucoup d'universités maintenant le font systématiquement en M2, donc ça c'est à peu près cadré, mais on a par exemple d'autres éléments qui sont très peu cadrés, comme la nécessité d'avoir réalisé et soutenu un mémoire de recherche, mais sans plus d'informations. Donc, mais néanmoins, reste le fait qu'il y a ce titre avec ces caractéristiques qui protège quand même un petit peu les formations et l'évolution des formations. Donc, par rapport au modèle qui sera choisi, quelles vont être les conséquences aussi par rapport à ça? Par exemple, si les universités ne sont plus associées à l'autorisation d'exercer d'une manière ou d'une autre, quelles sont les conséquences sur les masters? Quelles sont... En d'autres termes, quelles vont être les contraintes des universités ou celles qu'elles vont se fixer, sachant qu'on est déjà sur un paysage qui est quand même très, 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 on va dire, hétérogène, selon les moyens des établissements, selon les choix épistémologiques, théoriques, de pratique des établissements, selon leurs moyens. On a déjà des différences qui sont considérables. Donc on a effectivement cette difficulté-là, dans un contexte où le ministère de la Santé a un très, très gros appétit
et où effectivement c'est assez compliqué pour d'autres professions que la nôtre, qu'on aurait pu penser plus structurées que la nôtre, et on voit bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Moi, dans d'autres fonctions, j'ai géré par exemple l'intégration de la formation des sages-femmes à l'université. C'est quelque chose qui est très instructif par rapport à la manière dont peut se positionner le ministère de la Santé. Donc effectivement, on est aussi dans ce contexte-là qui est compliqué, qui ne nous facilite pas les choses. Donc je pense, comme ça a déjà été dit par mes collègues, qu'il y a là quand même une occasion, un coche qu'il ne faut pas rater. Parce que si on ne s'empare pas du sujet, si on ne fait pas, nous, de propositions, si on n'étudie pas la faisabilité de quelque chose qui conviendrait au plus grand nombre, d'autres vont le faire. Donc, pour nous, donc il faut absolument, absolument qu'on soit hyper vigilants et qu'on travaille ensemble à trouver la solution la meilleure ou la moins pire possible selon vos caractéristiques de personnalité que nous ne sommes pas armés pour évaluer aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Maria. Alors, je vais juste reprendre très, très vite pour ouvrir le débat, puis ensuite, j'irai dans la salle avec le micro pour donner la parole à ceux qui auront des... il y a des micros dans la salle, parfait. Donc, pour donner la parole à ceux qui voudront apporter des questions, je pense que la durée des présentations fait qu'il y a certaines choses qui peuvent être dites en plus. Donc, vous pouvez aussi éventuellement choisir de vous adresser à une personne ou de vous adresser au panel. La question de l'allongement des études en psychologie, ici, on est relativement en accord avec cette idée-là. Une partie des professionnels seniors aussi. Mais une question qu'on ne pose pas, c'est quid des jeunes professionnels et des étudiants? Est-ce qu'ils sont vraiment très en accord avec cette idée de l'allongement des études? Et toutes les questions que ça pose en termes de recherche de stage, en termes de logistique et d'apport financier aussi pour les familles. Également, on cherche à s'entendre sur la question des compétences du psychologue, mais là, vous avez vu les 350 fromages sont un peu illustrés. Hein. Les associations de psychologues sont vraiment diverses aussi à l'image de cette identité du psychologue. On ne s'entend pas tous sur cette identité ou ses fondements. Donc ça aussi, ça pose question sur la mise en place du doctorat, des compétences qu'on devrait cibler, de ce qui peut advenir aussi du titre unique. On a parlé du titre de psychologue clinicien. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est positif pour l'avenir de la profession que d'avoir un titre de psychologue clinicien, ou est-ce qu'il faut garder un titre unique et quelle incidence ça a sur la formation? Et puis aussi, il y a une grande question qui se pose, c'est la transformation de la formation. Est-ce qu'elle doit se faire par palier ou est-ce qu'elle doit rapidement aller vers le doctorat? Et dans cet aspect-là, il y a des dimensions stratégiques importantes. Une fois qu'on a négocié une 6e année, est-ce qu'on arrive à négocier plus? Et dans quelle temporalité? D'un autre côté, si on se présente avec un projet de doctorat qui est quand même une grosse machine, est-ce qu'on va réussir à obtenir cet allongement? Surtout dans la diversité du paysage professionnel. Alors, je vous laisse la parole sur que peut-on imaginer du futur des études en psychologie et de toutes les questions que ça peut poser. Une réflexion, c'est à vous écouter, vous êtes vraiment très intéressant parce que vous êtes sur le terrain beaucoup plus que moi. Moi, j'ai un peu quitté l'affaire. Maintenant, à la fois, il y a quelque chose de désespérant parce que on est dans un labyrinthe dans lequel soit on propose, on a l'imaginaire de ce psychologue qu'on avait il y a en effet plus de 25 ans, même 30 ans. Moi, je sais que j'ai de ce qu'on appelle un doctorat d'exercice, c'est-à-dire professionnel, qui ne conduit pas aux carrières universitaires. Mais ceci dit, abstraitement, il me semble que... moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, c'est-à-dire que l'idée du doctorat d'exercice, final,
pas de problème. Il faut pouvoir simplement le choisir. On n'est peut-être pas obligé d'avoir un doctorat d'exercice pour être nommé psychologue. On pourrait être nommé psychologue et éventuellement procéder, une fois qu'on est capable de gagner sa vie avec cette profession, eh bien, être amené avec des aides, je ne sais pas où les trouver, mais sans doute à l'université en formation permanente. Alors c'est vrai qu'on peut se payer puisqu'on est salarié. Et à partir de là, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on fasse tout. Alors vous allez me dire, mais voilà, il arrange tout, mais c'est-à-dire qu'on puisse effectivement, pourquoi pas, faire un stage Europsy et puis ensuite 2 ans de plus et sortir à la suite de ce stage qui serait une sorte de propédeutique au doctorat, un doctorat d'exercice et chaque étape est cochée comme étant dans son curriculum vitae comme étant un plus, comme étant la possibilité éventuellement de négocier avec d'une manière plus favorable le salaire dans telle situation. Mais je vois mal, moi, l'université française, et d'ailleurs cette école, c'est exactement la même chose, hein, c'est-à-dire dépenser énormément d'argent, c'est-à-dire faire en sorte que tous ceux qui sortent psychologues maintenant, on exige qu'ils aient un doctorat. C'est impossible. C'est-à-dire c'est 3 ans d'études de plus, et s'ils n'ont pas la possibilité de travailler, de le payer eux-mêmes, on ne voit pas pourquoi les parents prendront en charge un truc pareil. Ça me paraît un projet, moi, personnellement, le meilleur, mais beaucoup trop imaginaire pour l'instant pour qu'on campe sur cette position. Donc je crois plus à quelque chose qui se construira avec des psychologues qui sont déjà psychologues, parce qu'on les sort à 5 ans, il ne faut pas bouger à ça, licence, master, et puis après c'est eux, et pourquoi pas, il restera des psychologues qui ne feront jamais l'Europsy, qui ne feront jamais de doctorat, et qui seront dans leur curriculum, dans leur carrière, peut-être moins mis en valeur que les autres, et puis dans la concurrence qui existe avec l'étranger, oui, ça va poser des problèmes. Et alors, ma foi, cette situation va créer forcément des mouvements sociaux d'activation de chacun à la carrière qui lui convient. Voilà à peu près ce que je crois vraisemblable dans les 5 ans. Alors peut-être simplement pour rappeler qu'au niveau européen, il existe cette formation par palier dans certains pays comme la Norvège, où on devient psychologue premier niveau et ensuite on est supervisé en travaillant et on obtient une rémunération rapidement aussi dans les stages, et puis on passe à un 2e niveau un peu plus tard, hein, et c'est d'ailleurs le modèle Europsy des certificats spécialisés. Excusez-moi de ramener ça, Patrick Ange, mais voilà, c'est une réflexion qui existe au niveau européen. Peut-être que quelqu'un veut répondre à ce qui a été apporté par Alain Blanchet. Moi, je voulais bien répondre sur certains points. Alors, d'une part, effectivement, vendredi, le SNP organise un webinaire sur les formations dans le champ francophone. Hein, un belge, enfin, voilà. Effectivement, moi, ça ne m'évoquait pas la Norvège, mais le modèle suisse. Hein. Derrière, ça veut dire qu'il y a des soutiers de la psychologie. Parce qu'ils n'auront pas le droit de faire un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable, parce que ça va effectivement entamer la question de l'unité ou du titre unique. Hein. Voilà. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est proposé, c'est effectivement des stages rémunérés, c'est-à-dire en fait, comme en alternance, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des trucs en plus. Par ailleurs, dans la réalité, au jour d'aujourd'hui, il y a plein de psychologues payés au tarif FPH ou Convention 51 qui sont docteurs en psychologie. Et qu'est-ce que ça change? Rien. Et là aussi, c'est aussi poser. Alors, je passe sur les revendications statutaires, etc. Mais c'est aussi poser la question des responsabilités. Moi, j'ai toujours dit, et parce qu'on a été ensemble à pouvoir l'exercer du fait souvent des carences médicales, que certains psychologues devraient pouvoir gérer des unités médico-psychologiques.
Hein, et pour ça, il faut pouvoir s'aligner avec la question du doctorat. Alors, doctorat d'exercice d'un côté ou un doctorat professionnalisant ouvrant plus sur le modèle de la thèse et permettant des fonctions de maître de conf. Voilà, enfin, pour l'instant, effectivement, il y a plein de problèmes techniques. Je pense que ça existe ailleurs. Hein, je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de pays où le minimum pour être psychologue, c'est quand même d'être PhD. Hein, enfin, voilà, et ça me semble important. Et puis, de toute façon, au long cours, hein, enfin, je veux dire, c'est une question de course actuellement. Hein. On voit bien en FPH, on sort de plus en plus les psychologues qui sont de plus en plus en vacation, voilà, etc. Et on est en train de penser du côté des infirmiers IPA qui vont reprendre un certain nombre de fonctions. Ce qui s'était passé déjà dans le texte de 92 du décret de compétences des infirmiers, où on avait refilé une partie du travail des psychos aux infirmiers. On est dans un champ concurrentiel au plan professionnel. Hein. Et je pense que, moi je pense qu'il faut voilà, enfin, je suis beaucoup à la montagne en ce moment, il faut faire le grand saut. Hein, si possible avec une toile, c'est plus facile, hein, on s'en sort mieux, mais il faut faire le grand saut, sinon, je veux dire, la progression, 1 an, etc., mais ça va durer 25 ans, enfin moi je serai mort, mais je veux dire, on s'en sortira pas, je pense qu'il faut poser l'exigence, il n'y a jamais de bon moment. Hein, il y a effectivement des modalités de négociation et de rapport de force qui passent à certains moments, qui ne passent pas à d'autres. Hein, ça a été comme ça pour le titre en 85. Hein. Alors, simplement, merci pour ce rappel de l'enjeu de la reconnaissance de la profession, en fait, qui est sous-jacent à l'allongement des études. Il y avait une demande de parole dans le public. Oui. Je trouve cette histoire de pratica ou de doctorat à vocation professionnelle très intéressant. J'en avais un peu entendu parler, mais je trouve vraiment intéressant d'en voir un peu plus de quoi il s'agit. Il me manque une question qui n'a pas été abordée du tout, c'est que depuis la réglementation de l'exercice de la psychothérapie, les psychologues sont de fait psychothérapeutes. On ne va pas les former avec un doctorat, ça, il n'y a rien à faire. Donc toute la question est de savoir comment on forme à la psychothérapie. Et il y aura, ça dépend évidemment quel type de psychothérapie, mais il y a vraiment, il y a un vrai problème là, parce qu'actuellement, autrefois, les jeunes diplômés, ils n'ouvraient pas un cabinet en libéral en disant je suis psychothérapeute. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et on ne leur demande même pas de supervision. Donc, comment est-ce que cette question-là peut être inclue? Parce que moi, je veux bien allonger. Mais ça ne changera rien à ce problème-là. Alors, ça concerne quand même beaucoup le psychologue clinicien, la question que vous soulevez là, puisqu'on n'est pas psychothérapeute en sortant d'une formation psychologie du travail si on n'a pas fait le 500 heures de stage qui va avec. Mais les psychologues cliniciens ne sont pas psychothérapeutes non plus. J'entends bien que ce que vous dites implicitement, c'est qu'à l'université en France, on ne forme pas à la psychothérapie, que cet apprentissage, il se fait par la suite, et c'est une des problématiques justement qu'on rencontre sur l'allongement de la formation. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? Benoît? Oui, je crois qu'il y avait 2-3 points sur lesquels je voulais répondre. Je commence par ça. Ce qu'il faut distinguer, c'est il y a effectivement des titres protégés qui offrent des garanties aux usagers. En gros, c'est ça l'intention du législateur, c'est de dire, quand vous vous adressez à une personne qui se revendique de ce titre, on vous garantit qu'il présente un certain nombre de dispositions de formation. On peut discuter du contenu, il faudrait revenir sur l'historique, je passe là-dessus. Mais la loi n'offre rien de plus. Ce qu'on débat ici, ce n'est pas l'accès à un titre, c'est l'accès à un titre qui donne des possibilités réglementaires d'exercice. Le titre de psychothérapeute, il ne donne rien du tout. Il donne rien du tout. Il dit juste à la personne qui vient, oui, je peux me présenter comme psychothérapeute. Mais il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas d'accès à un emploi avec le titre de psychothérapeute, il n'y a pas de traduction dans une profession, il n'y a pas de profession de psychothérapeute. Donc c'est pour ça que c'est deux volets très très différents. Ce sur quoi je voulais revenir aussi par rapport à la profession, je rebondis sur Alain, puis il y a un troisième petit point que je voulais redonner, c'est, avec d'autres arguments, mais en gros je rejoins Patrick, il ne faut pas y aller par étapes. Si on veut réussir quelque chose en termes de reconnaissance, il ne faut pas considérer que la profession, il faut considérer le champ social et l'ensemble des modalités de reconnaissance des professions. Par exemple, le truc massif, c'est comment ça marche dans la fonction publique, c'est tel niveau de diplôme, truc, donne droit à travailler.
Et ça, si on n'avance pas de façon homogène pour tout le monde, on n'aboutit à rien. Donc il vaut mieux passer un gap unique et uniforme pour tout le monde avec un grand saut en trouvant les modalités d'adaptation, comme on l'a fait en 85 pour le titre, puisque quand on a dit que c'était un 3e cycle, tous les psychologues ne l'avaient pas. Il a fallu établir la clause du grand-père, ça a mis quelques années pour se réguler. On arrive à le réguler. Mais bien sûr, pour y parvenir, il faut que le gap ne soit pas trop fort. C'est peut-être là-dessus qu'on est en débat, je ne veux pas dire en opposition. Moi, j'ai le sentiment que 3 ans, effectivement, ce sera trop pour que ce soit supportable par l'ensemble de l'institution et des services. Moins ça l'est, mais jusqu'à combien faut-il descendre pour qu'il y ait un réel gain symbolique et opératoire et que ça se traduit? Ça, c'est un calcul stratégique à faire et ça, c'est du boulot. Dernier point que je voulais revenir, il est important, c'était dans le petit débat qu'il y a eu sur est-ce que c'est l'université qui délivre des diplômes, les profs ne sont pas psychologues. Attention au débat, il ne faut pas se tromper. Il y a 2 niveaux qu'il faut distinguer là-dedans. C'est la question des personnes qui délivrent, un enseignant, un psychologue, et la question d'une institution qui délivre. C'est ça la question fondamentale. Le problème est de savoir si c'est l'université qui délivre le titre, pas tel ou tel prof. L'université, ou si ce n'est pas l'université, c'est qui? Il faut qu'il y ait une instance. Dans un certain nombre de pays, c'est l'ordre. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, ce n'est pas la position des organisations. Il faudrait une autre instance et toute notre doctrine collégiale d'organisation de psychologues qui négocient jusqu'ici a bien pris la précaution jusqu'ici de se dire attention, on est bien plus protégé pour la formation si nous restons soclés à la délivrance du titre par l'université. On a une meilleure maîtrise de la profession. Si on défracte le titre et s'il y a différentes instances qui s'en occupent et qui récupèrent ça chacun à sa façon, la question du titre unique, du niveau de formation, la question de la garantie sur les contenus, des niveaux de compétences, tout ça sera énormément fragilisé. Cela ne veut pas dire que ça évacue la question des professionnels dans la formation. Je l'avais dans mes papiers sur l'évolution, je l'ai zappé tout à l'heure. S'il doit y avoir un aspect fondamental dans l'évolution de la formation, c'est effectivement, mais à mon avis, dans le cadre universitaire, comment les professionnels vont prendre place. J'évoquais la réglementation tout à l'heure, souvenez-vous sur les stages, on sait que les encadrants de stage doivent avoir 3 ans d'exercice. C'est le critère qui nous a servi de référence dans la négociation sur mon psy pour dire, allez, il faut une certaine compétence acquise, on va prendre le même critère que les encadrants de stage. Donc on a bien un premier niveau, mais si on avance, et si on avance vers la notion de doctorat, ce sera tout de même un petit peu plus. Il faudra des encadrants praticiens qui aient une consolidation, une reconnaissance de leur validité d'encadrant qui soit beaucoup plus solide, mais à mon sens qui doivent, eux, s'intégrer dans le dispositif universitaire comme le sont déjà les responsables de stage. Ça, c'est sûrement une des facettes les plus importantes qui consolidera le dispositif d'évolution de la formation. Oui, okay, peut-être juste pour... là, on voit qu'il y a énormément de travail. Hein, si on passe à un allongement au doctorat, notamment pour vraiment renforcer ce travail praticien, enseignant, chercheur, qui, en fonction des différentes universités, est assez variable. Et puis aussi sur la question de est-ce qu'on enseigne la psychothérapie à l'université ou pas. Alors Marianne, avant que tu interviennes, il y avait une demande de parole de M. Fanchon. D'accord, vas-y. En fait, je voulais juste ajouter concernant le doctorat que quand il s'agit dans l'idée d'un pratica ou d'une durée de formation complémentaire, il ne s'agit certainement pas d'une formation à la recherche. Et tous les modèles qui ont été discutés, qu'ils soient d'1 an ou qu'ils soient de 3 ans, ne sont pas des modèles qui concernent une formation théorique, académique, mais plutôt un accompagnement, une supervision, un accompagnement dans la pratique clinique et psychothérapeutique et non pas du tout un doctorat. C'est pourquoi d'ailleurs aussi la perspective de l'insertion comme enseignant-chercheur après coup ne se pose pas du tout là. Hein. On est vraiment sur l'idée d'une pratica plutôt. Hein. Oui, non, mais on ne va pas faire des échanges sur le panel parce que ça va devenir compliqué. Juste une question et après je Attends. Non, il y a quelqu'un qui demande la parole dans le public. Monsieur Fanchon. Oui, alors moi je veux juste poser une question très prosaïque en fait. C'est le lien entre durée de la formation et niveau de rémunération. Vous avez parlé tout à l'heure de pays où il était nécessaire d'avoir un PhD. C'est vrai. Par exemple, aux États-Unis, il faut le PhD pour exercer, mais la consultation, c'est $250.
Et je ne sais pas aujourd'hui, et c'est ma question, en Europe, en France et en Europe, quel est le niveau de rémunération qui sont proposés aux psychologues qui débutent? Parce qu'évidemment, quand on parle de 6 ans ou quand on parle de 8 ans d'études, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre? Je souhaite répondre. Vas-y, Patrick. Merci. Alors, sur plusieurs points. Hein. Sur la question du doctorat, oui, on est en train de réfléchir de toute façon, et Pascal Le Maléfant l'avait fait avec plusieurs modèles, sur un doctorat qui soit aussi un doctorat de recherche. Hein. Il ne s'agit pas simplement de faire une pratique, etc., d'un accompagnement de pratique. Hein. C'est bien aussi une articulation par et dans la recherche, voilà, avec des exigences qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais comme on a beaucoup de doctorats qui sont des doctorats qui partent de la pratique. On en a quand même beaucoup. Des doctorats qui sont uniquement du fondamental, c'est important, mais on ne pourra pas fonctionner uniquement avec ça, dans la réalité. Hein. Enfin, donc c'est une articulation là à trouver entre le fondamental et, je dirais, le pratique. L'université, oui, mais il y a d'autres modèles. Les avocats, ils ont un niveau de diplôme, et après, c'est la profession qui leur délivre. Et en même temps, intégrer les professionnels dans l'université, je veux bien, mais actuellement, je veux dire, ils n'ont aucun poids. Ce n'est pas eux qui décident. C'est-à-dire qu'il y a quand même des rapports de pouvoir internes. Hein, déjà que ce n'est pas simple à l'intérieur des universités. Je n'ai jamais vu des trucs pareils, moi, personnellement. Mais, je veux dire, les professionnels, il faut qu'ils soient suffisamment en dehors pour pouvoir faire pression sur des orientations de formation. Sinon, c'est l'université en fonction d'autres enjeux, parce qu'il y a des carrières universitaires, il y a des enjeux de recherche qui sont tout à fait différents à ce titre-là. Est-ce que l'université forme à la psychothérapie? Bien sûr que non. Nous sommes d'accord, dans plusieurs pays, on demande 3, 4, 5 ans complémentaires après le diplôme. Oui, il faudrait y penser. Alors peut-être que dans le cas d'un pratica, ça pourrait se penser pour les gens qui ont une orientation clinique, mais un pratica pour des gens qui travaillent dans l'organisation du travail, c'est autre chose à ce titre-là, hein, mais c'est le même point à ce titre-là. Et qui est... Alors pourquoi ça a été fait? Parce que c'était dans un rapport de confrontation avec l'ordre des médecins. Hein, comme le dernier rapport de l'Académie de médecine qui explique que les psychologues sont jamais bien formés, que heureusement que les médecins sont là un petit peu pour les encadrer et que les médecins devraient prescrire quand même à ces pauvres psychologues quand même pour leur expliquer comment faire. Je rappelle, petit détail aussi, qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a le rapporteur du Conseil d'État. On avait fait un recours contre l'arrêté du 10 mars 2021 sur les TND qui imposait des méthodes bien précises dans le texte de loi. On vient d'avoir les échos du rapporteur. Le rapporteur dit qu'il faut l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2021 pour incompétence du ministre. On a réussi quand même sur ce plan-là. Hein, c'est-à-dire, et il faut bien penser qu'on peut tout à fait renvoyer l'incompétence du ministre de temps en temps, hein, quand il n'est pas à la hauteur de la tâche. Hein, enfin, voilà. Et pour les salaires, dans les négociations que les Belges ont réussi à faire, là, dans le cadre du remboursement, alors avec un système, c'est 75 € la consultation. Hein, ça donne à réfléchir, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement un temps de formation un peu plus long, hein, voilà. Et on pourrait avoir effectivement des psychologues avec un titre unique et des spécialités. Les médecins, ils s'appellent tous docteurs en médecine. Et ils ont des spécialités qui les différencient. Je suis vraiment désolée d'être bassement pragmatique. Jean-François, merci de nous avoir rappelé la question de la reconnaissance financière aussi du métier qui est adossé à cet investissement dans un allongement, investissement personnel et financier dans un allongement des études. On va prendre encore 1 ou 2 questions maximum. Il y avait quelqu'un dans la salle qui voulait poser une question. Moi, je suis étudiant, donc ça me passionne ce dont vous parlez, parce que c'est quelque chose aussi que finalement on va sûrement vivre au fur et à mesure du temps, enfin en tout cas je l'espère dans ce sens-là. Et je vous entends, vous venez tous d'associations, de partis dans un sens différent, mais je me pose la question, est-ce que vous avez demandé les avis des personnes qui sont jeunes diplômés, qui sont justement sur toute cette dynamique-là, et quelle est finalement leur perception de cet allongement possible vis-à-vis de eux qui sont tout jeunes diplômés? Enfin, c'est une vraie question finalement, parce qu'eux ont déjà au moins 3 ans d'expérience, par exemple. Quelle est leur vision sur tout ça? Alors, mon micro ne fonctionne plus, mais ce serait peut-être bien que quelqu'un d'autre réponde. Enfin, Maria, tu semblais vouloir répondre à cette question éventuellement. Dans cette décision, dans le
dans le groupe de travail dans les groupes de travail qui existaient, les étudiants étaient représentés à travers la FENEPSI. Alors, on va juste procéder par question, s'il vous plaît. Ok. S'il nous reste du temps, une autre question, s'il vous plaît. Encore, s'il y en a. Voilà, à ce moment-là, dites-nous ce que vous en pensez. Ensuite, alors. Oui, mais comme vous avez pu voir, c'est compliqué aussi pour nous de prendre en compte tous les enjeux qui sont liés à cette question de l'allongement de la formation. Est-ce que tu souhaites répondre, Benoît ? Oui, je vais juste faire un petit commentaire modeste parce que c'est une de nos préoccupations et pour les fréquenter, à la fois les solliciter, les trucs, il y a un vrai problème de représentation à travers les associations étudiantes. Souvent, c'est des réseaux, elles ont deux caractéristiques à difficulté. C'est que les plus gros réseaux représentent des étudiants plus de premier cycle. Le second cycle est très peu représenté et il y a, hélas, très peu de culture organisationnelle. Ça veut dire que les gens, même quand on les invite, ont peu de capacités réflexives là-dessus qui tiennent à leurs caractéristiques et leur histoire. C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux, mais là, on a une vraie difficulté. L'autre petit point d'information que je voulais redonner tout à l'heure, c'est quel effet sur les salaires ? Il n'y a pas d'automaticité. Si je distinguerais, je vais tomber le libéral parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, dans les normes ambiantes, mais on a deux grands champs qui sont la fonction publique, mais là, il n'y a rien d'automatique. On gagnerait un niveau de diplôme supérieur et commencerait des négociations interchamps de l'ensemble des fonctions publiques sur les effets sur les statuts. Et ce serait lourd. Je vais redonner une anecdote. L'autre aspect, c'est toutes les conventions collectives dans le privé. Jeu de négociation, convention par convention. C'est loin d'être gagné, c'est des effets sur l'histoire dans la durée. Rien d'automatique. Mais pour montrer quand même le gap de l'histoire, on évoquait les réunions de 2011-2012 tout à l'heure. Je me souviens d'une réunion au ministère de l'Enseignement supérieur où il y avait à l'époque une des responsables du ministère de la Santé qui était venue faire un tour. On a évoqué cette question de l'allongement des études et des effets sur le truc. Sa formule de réponse a été circuler, il n'y a rien à voir. C'était sa réponse. C'est montrer aussi le champ en disant on n'est plus du tout dans ce type d'échange. Là, le décor, il a changé. On entre dans un cadre où des discussions et des négociations sont possibles. Voilà, ça monte, c'est long, mais et à partir d'un statut fort, les négociations sont quand même beaucoup plus faciles parce que pour l'instant, on se fait bananer largement. Voilà. Alors, je voudrais remercier chaleureusement nos intervenants d'être venus ici. Certains viennent de province, donc pour avoir cet échange qui puisse éclairer nos réflexions sur la question de l'allongement des études. Je cherche à rester dans le timing parce qu'il y a d'autres événements ensuite. Donc, on va s'arrêter, mais si vous souhaitez peut-être venir parler avec eux 5 minutes, je pense que c'est possible de le faire. Merci.